La raison pour laquelle je fais ça, c'est surtout parce que j'aurais aimé avoir ça à l'époque. Je fais aussi ça pour la Kim d'avant qui souffrait tellement et qui avait personne à qui se référer et qui avait pas vraiment de personne autour d'elle qui pouvait lui dire non, moi je m'en suis sortie, ça va aller, tu vois. Est-ce que tu as déjà ressenti ce mal-être ? Tu sais quand tu te dis que c'est dans la tête et que ça va passer. Quand tu ne sais pas vraiment à qui en parler, même quand ça devient trop compliqué. Et parfois c'est un de tes proches qui est en souffrance psychologique. D'ailleurs, tu t'es peut-être déjà senti démuni, à ne pas trop savoir quoi faire. Et consulter un psychologue, tu t'es déjà demandé comment ça se passait concrètement ? Toutes les 2 semaines, je reçois des personnalités, des experts et des anonymes pour plonger ensemble dans des discussions intimes et simples autour de la santé mentale. Une série où chacun pourra trouver un écho à son propre parcours. Parce que la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Je suis Vicky et tu écoutes Cavan, le podcast lancé par Santé Psy étudiants qui libère la parole sur la santé mentale. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cavan. Aujourd'hui, je suis super heureuse de recevoir Kim, alias Kim Lewin. Troubles du comportement alimentaire, dépression, troubles du déficit de l'attention ou consultation psy, mais aussi confiance en soi et body positive, Kim se confie chaque jour sur ses réseaux et partage avec vous sa vie quotidienne, rythmée par ses joies et ses moments plus compliqués. Malgré un parcours pas toujours facile, Kim est un vrai rayon de soleil et ne cesse de partager ses bonnes ondes. Aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur son histoire. Hello Kim et merci d'être là. Hello, merci beaucoup de me recevoir. Je te suis un peu sur les réseaux via le compte Santé Psy étudiant et du coup j'avais vraiment hâte d'échanger avec toi et que tu puisses nous raconter un peu ton histoire. Moi aussi je vous suis et je regarde très assidûment ce que vous faites et bravo pour ce que vous faites parce que merci beaucoup. On se complète un petit peu dans ce qu'on fait finalement. Exactement, c'est vrai. Et du coup moi j'ai une première question, c'est celle que je pose à chaque fois et je pense que c'est la plus importante, c'est de savoir comment tu vas et si t'étais une émotion là-dessus de laquelle tu serais. C'est drôle parce que quand on me la pose, c'est vrai que le ça va, tu réponds souvent en surface. Moi, je vais aller un peu deep. Globalement, ça va, mais je suis dans une période un peu plus anxieuse. En fait, c'est le bordel un peu dans ma tête. D'accord. Tu vois le genre d'émotion que c'est. Donc ouais, je suis un peu entre très anxieuse, un peu dans la peur, mais je suis aussi très heureuse parce que j'ai plein de perspectives qui s'ouvrent à moi. Donc c'est un mélange d'émotions en ce moment. Et t'arrives à savoir d'où elle vient cette anxiété ou tu la laisses venir Franchement, oui, j'arrive à savoir d'où elle vient. Moi, je suis quelqu'un qui me met énormément de pression et qui a un énorme syndrome de l'imposteur. Okay. Et beaucoup de bordel dans ma tête. C'est un peu tout mélangé. Du coup, Kim, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore ? Alors moi, c'est Kim Lewin sur les réseaux sociaux. Je suis créatrice de contenu et je parle essentiellement de santé mentale, de self-love, d'acceptation de soi. Moi, je parle de sujets un petit peu tabous dont on n'ose pas trop parler et je les mets un petit peu en lumière. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ton métier aujourd'hui ? Comme tu le dis, tu te livres énormément surtout sur ta vie, sur tes émotions. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton métier ? Mon métier, c'est créatrice de contenu axé santé mentale. Et en fait, moi, j'ai décidé de dire les choses comme elles le sont à 100%. C'est-à-dire que les jours où je vais mal, je vais dire que je vais mal. Les jours où je vais hyper bien, je vais dire que je vais bien. En fait, moi, j'ai compris que la santé mentale, c'était plus un tabou il y a quelques années. Et j'ai envie de véhiculer le message d'acceptation de sa santé mentale. Et j'ai envie de normaliser la santé mentale au même titre qu'on normalise la santé physique, finalement. Du coup, c'est un combat quotidien que j'ai. J'ai plein d'idées dans tout ce qu'on peut changer autour de la santé mentale. Et vraiment, c'est devenu un peu j'ai toujours adoré tout ce qui est autour de la santé mentale, mais depuis que je fais ce métier de créatrice de contenu, c'est vraiment devenu une passion et j'ai envie de dédier ma vie à la santé mentale. Comment tu en es arrivée là ? C'était vraiment une envie pour toi de créer une communauté autour de la santé mentale ou pas du tout, ça s'est fait par hasard ? Faut savoir que j'étais dans une relation très toxique à l'époque et que je m'ennuyais un petit peu, c'était la fin du Covid. Et j'ai commencé de base à poster beaucoup de contenu autour du body positive parce que c'était une période où j'ai commencé à prendre confiance en moi parce que je commençais à mieux manger, commençais à m'approprier un peu plus mon corps, etc. Et comme j'étais dans le deuil d'une fin de relation où ça se passait très mal, c'était un petit peu aussi mon échappatoire. Et c'est en fait petit à petit que j'ai commencé à avoir une communauté d'un coup, en fait, finalement, autour du body positive. Et en fait, j'ai commencé à introduire petit à petit la santé mentale parce que je me suis rendu compte à quel point c'était... en fait, quand je mettais une story, quand je disais que j'allais chez le psy, tout le monde me répondait. Ils étaient bravo d'en parler, bravo de le dire, alors que moi, c'était tellement normal pour moi et je trouvais pas ça normal que ce soit pas normal pour les autres. Okay. C'est là où j'ai commencé à justement en parler et aussi j'ai fait une émission sur l'hypersensibilité où j'ai raconté mon histoire et j'ai compris qu'il y avait un manque sur les réseaux de personnes qui parlent justement de santé mentale. C'est vrai, et puis body positive, au final, il y a quand même un lien avec la santé mentale, donc le lien était très étroit. Et comme tu dis, autant on va assumer le body positive, mais le fait de dire qu'on a fait un travail sur sa santé mentale pour s'accepter, c'est un peu plus tabou.
Tu vas dire, oui, je m'accepte comme je suis, mais en fait, il y a un gros travail de santé mentale à faire derrière. Et comme tu dis, aller voir un psy, parce que c'est pas venu tout seul, je pense, de t'accepter tout à coup. Complètement. T'as fait un gros travail sur toi-même aussi. C'est des années on se réveille pas. Non, c'est des années de travail et des années de, je dirais pas de sacrifice, mais des années où tu peux te sentir au plus mal et t'as envie d'abandonner ton cheminement vers ton acceptation. Même si j'aime pas trop le terme acceptation, parce que je trouve que accepter quelque chose, c'est quand on te fait quelque chose de mal et que tu te dis, bon, j'accepte. En fait, finalement, c'est juste aimer son corps. Exactement, t'as raison. S'aimer dans son entièreté. Et aujourd'hui, comment tu définirais du coup le rôle que tu as sur les réseaux sociaux et même dans la vraie vie, puisqu'au final, tu fais quand même beaucoup d'interventions? Il n'y a pas vraiment de terme à proprement parler en France. Moi, je dis que je dirais pas militante non plus, parce que je partage vraiment mon histoire et je milite pas non plus, mais je dirais que j'aimerais être une figure de la santé mentale en France et j'aspire en tout cas à être aussi une porte-parole autour de la santé mentale. Qu'est-ce que tu pourrais dire que ça représente pour toi, la santé mentale? La santé mentale, c'est le pilier de tout. Pour moi, c'est le pilier de tout dans la vie. Quand ta santé mentale est au plus bas, ta santé physique est au plus bas. On dit que l'estomac, c'est le deuxième cerveau. Moi, je sais que les fois où j'allais très mal, où j'étais très anxieuse, je me tordais de douleurs. Moi, je me souviens toute mon enfance, j'allais souvent à l'hôpital parce que j'avais des douleurs aux poumons horribles, mais tellement intenses que je pensais que c'était grave, alors qu'en fait, c'était juste de l'anxiété. Et on se rend pas compte, mais en fait, la santé mentale, elle a beaucoup de répercussions sur la santé physique, sur ton mode de vie, sur ton travail, sur ta vie familiale, ta vie amoureuse, ta vie avec tes potes. Et vraiment, pour moi, la santé mentale, ça devrait être limite un non-sujet, tellement c'est évident, en fait. Kim, tu as beaucoup de choses à partager et je vais essayer de remonter ton histoire un peu de façon chronologique pour que ce soit plus simple à suivre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance? Alors, j'ai toujours été une petite fille heureuse, mais de surface, c'est-à-dire que j'ai toujours été la petite faux-folle du groupe, la petite rigolote. Tout le monde, quand il me voyait, il disait « Ah, c'est une enfant rigolote ». Mais j'avais un vrai trouble de l'attention. J'ai toujours été très hyperactive, très jeune. Et je dis ça à l'époque, on savait pas que j'avais un TDAH, parce que j'ai un TDAH, donc un trouble de l'attention avec hyperactivité. Et en fait, j'ai toujours été un peu, ma mère, je sais qu'elle m'a couru après pendant très longtemps, parce que j'étais un peu inarrêtable. Et en fait, très jeune, je me suis sentie très différente des autres. Et je me suis sentie différente des autres parce que je m'intéressais à des choses différentes, parce que je sentais que parfois je m'ennuyais un peu avec les jeunes de mon âge. Je me sentais différente et je saurais pas trop expliquer à quel niveau, mais je me sentais différente, je sentais une différence. Et en fait, mes parents se sont séparés assez jeunes et quand ils se sont séparés, j'ai commencé à prendre beaucoup de poids parce que je faisais de l'hyperphagie. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est d'ailleurs? Alors l'hyperphagie, c'est un trouble du comportement alimentaire qui est qui existe au même titre que l'anorexie et la boulimie, sauf qu'en fait, l'hyperphagie, il n'y a pas d'acte en tel quel comme les vomissements, etc. C'est en fait, tu manges tes émotions. Donc, tu peux ingérer une tellement grosse quantité de nourriture d'un coup, sans même t'en rendre compte. Et parfois, tu peux même manger des trucs qui sont même pas normalement mangeables, tu vois. Et en fait, c'est juste un trop-plein d'émotions. Et quand t'as un trop-plein d'émotions, t'as besoin de compenser avec de la nourriture. Mais à l'époque, personne ne savait ce que c'était. Donc, on me catégorisait un peu comme une enfant boulimique ou une enfant gourmande. Aux yeux de mon père, j'étais une enfant très gourmande qui faisait des caprices pour de la nourriture. Aux yeux de ma mère, elle comprenait qu'il y avait quelque chose d'un peu plus profond. Et très jeune, j'ai été suivie par des psys. Et en fait, heureusement, parce que très jeune, on a compris que c'était un trouble de l'attention avec hyperactivité, mais on a décidé de ne pas me traiter tout de suite. Et en fait, je prenais du poids, je prenais beaucoup, beaucoup de poids. J'étais très anxieuse, une enfant très, très anxieuse, qui a toujours une relation très conflictuelle avec son père. Donc, pas forcément facile. Mais j'avais quand même, j'avais des amis, même si j'étais un peu rondelette, les gens m'aimaient et j'avais des amis. Et puis, c'est à partir du collège où là, les choses se sont un petit peu compliquées, quoi. J'ai commencé à me faire harceler. Alors, je me faisais un petit peu harceler en primaire, mais je trouve qu'on se rend pas trop compte en primaire. Ça fait mal, c'est triste. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Je me rendais pas trop compte de ce que c'était. Et puis, ça se faisait beaucoup dans mon dos parce que comme j'étais la copine de tout le monde, les gens me critiquaient un peu dans mon dos sans même que je me rende compte que j'étais critiquée, etc. Et en fait, au collège, j'ai pris de plus en plus de poids. Mon trouble de l'attention était à son max et j'étais un cancre, vraiment un cancre. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à être traitée pour le TDAH. Et en fait, je suis passée en 6e au dernier trimestre à avoir genre 9 de moyenne, avertissement de travail et de conduite. Au premier trimestre de 5e à avoir 18 de moyenne, félicitations partout. Donc les profs, ils ont rien compris. Mais en fait, c'est parce que j'ai commencé un traitement pour le TDAH, qui s'appelle la Ritaline, Donc c'est un traitement médicamenteux? Un traitement médicamenteux, okay. Ouais. Mais fort quand même, assez fort. Je sais que par exemple aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'abus de Ritaline. C'est un médicament qui est quand même
dangereux. Et en fait, moi, j'augmentais la dose tous les mois avec l'avis de mon médecin, évidemment. Et en fait, ce médicament, il a plusieurs effets secondaires. Le premier, c'est beaucoup d'anxiété. Donc moi, j'ai développé un trouble anxieux généralisé depuis que je prends ce médicament. Et sur la dernière page du médicament, un des effets secondaires derniers, c'est de la prise de poids. Évidemment, ça ne m'a pas épargnée. Et le harcèlement scolaire continuait en parallèle. Le harcèlement scolaire continuait. Il venait un peu sous l'eau. Donc c'est encore plus douloureux parce que tes amis, que tu penses comme tes amis, tu te rends compte qu'en fait, derrière, ils créent des comptes Facebook avec ton nom et des pages Facebook contre toi. Et en fait, donc, c'était du harcèlement qui était très clairement dans l'enceinte de l'école parce que c'était que des gens que je côtoyais tous les jours. Donc, harcèlement en ligne, harcèlement scolaire. Donc, tu rentrais chez toi le soir, en fait, c'était limite pire que la journée à l'école. Bah, c'est ça, en fait, ça s'arrêtait pas. Sauf que, encore une fois, j'avais beaucoup d'amis. Donc, les profs, ils voyaient pas ça. Ils voyaient pas ça. C'était vraiment fait en soum-soum, comme on dit, quoi. C'était fait un peu, voilà. Et ça allait mal. J'ai arrêté le médicament en 4e. Et du coup, c'est là que un peu ma descente aux enfers, elle a vraiment commencé. C'est quand je suis rentrée en 3e. Alors, il y a eu beaucoup d'harcèlement et en ligne. Et tu arrivais à en parler à tes proches de ce harcèlement ou Alors, oui, mais sauf que le harcèlement, il y a 10 ans, c'était pas le même que le harcèlement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend beaucoup plus en considération. Le gouvernement, il a vraiment mis des actions en place. Il y a 10 ans, on reconnaissait pas vraiment ça. C'était le début des réseaux sociaux. Il y a toujours eu le harcèlement à l'école, ça existe depuis la nuit des temps, malheureusement. Mais tout ce qui est réseaux sociaux, c'est arrivé avec, malheureusement, quoi. Ça a donné une liberté aux gens qui étaient un peu invisibles à se faire plaisir. Mes parents, mon père, il savait pas comment gérer, il pensait pas que c'était... Il disait juste éteins le téléphone, éteins l'ordi. Ce qui, en vrai, n'est pas bête, mais ça règle pas. J'ai vu les messages, je sais qu'il y en a derrière. Oui. Ça n'a pas changé. C'est pas juste éteindre son ordi qui va changer quelque chose. Ma mère était beaucoup plus à l'écoute. Et j'avais un suivi psy qui m'a beaucoup aidée. Mais en fait, moi, j'étais toute jeune, j'ai été fan de plein d'artistes. Et j'étais très fan de Demi Lovato, à l'époque, qui parlait de santé mentale sans tabou. Mais il y avait trop pas de tabou, quoi. Qui a aussi eu des problèmes de poids, justement. C'est ça. Mais en fait, la façon dont elle en a parlé, c'était tellement le début de on libère la parole. Et moi, ça m'a desservi, en fait. Ok. Ça m'a complètement desservie parce que je me contentais de mon mal-être et quand elle disait qu'elle faisait ça pour se sentir mieux quand elle allait pas bien, je faisais ce qu'elle faisait et en fait quoi qu'elle faisait typiquement la scarification. D'accord. Il y a une interview d'elle où elle disait comme quoi pour se sentir mieux et pour faire sortir sa peine intérieure, elle commençait à scarifier. Je savais même pas ce que c'était ou que ça existait, moi. J'aurais pu ne jamais connaître l'existence de ça. Donc elle parlait de ça accessible sur les réseaux au final à tous les jeunes qui pouvaient la suivre et qui comme toi pouvaient se dire c'est peut-être ça la solution alors que pas du tout. J'ai beaucoup échangé avec des fans de Demi Lovato dernièrement et en fait qui ont aussi eu la réflexion que en fait malheureusement la façon dont elle en a parlé ça les a pas servi. C'est très dangereux. Ouais, c'est dangereux et à l'époque il y avait pas tous ces trigger warnings etc. Donc voilà, ça m'a un peu encouragée à le faire. Et puis, j'ai commencé à devenir addict à ça. Je me suis fait hospitaliser pour la première fois quand j'avais 15 ans, pendant un mois. Là-bas, dans l'enceinte de l'hôpital, il y a des patients qui arrivent à se procurer des joints. Donc, je fume mon premier joint là-bas. Et je commence à devenir addict là-bas. Enfin bref, c'est devenu un peu... c'était vraiment chaotique. J'avais pris beaucoup de poids. Et en fait, quand j'étais à l'hôpital, quand ils t'hospitalisent, ils font des prises de sang, un peu de bilan. Et en fait, quand on a fait la prise de sang, on s'est rendu compte que j'avais un problème au foie assez grave. Et là, je me fais... on se rend compte qu'il n'y a pas de choix, qu'il faut m'opérer d'un bypass. Donc, il y a une chirurgie bariatrique. C'est une chirurgie de l'obésité. Alors, je précise quand même que ce n'est pas une chirurgie qu'on fait comme ça. Il y a tout tas d'examens à faire avant de la faire. En fait, c'est une déviation de l'estomac pour te permettre... pour que ton estomac ingère moins d'éléments. Okay. Et en fait, ça te fait perdre du poids. Sauf que le suivi psychologique après, il doit être très intense parce que c'est très, très dur mentalement. Alors, j'ai été suivie, mais je pense que... j'ai pas été assez bien suivie. Et en fait, à partir de ma 3e, j'allais à l'école. Je suis retournée à l'école pendant 1 an, en seconde. Ça s'est très bien passé. Et plus de harcèlement scolaire, du coup ? En fait, je m'étais fait scolariser dans une autre école en 3e, où là, le harcèlement scolaire, il était... Donc moi, j'avais déjà fui ma première école, justement, en pensant trouver un refuge dans une école où on était un plus petit comité. C'était la catastrophe. Et quand j'ai quitté, justement, pour aller en seconde, je suis retournée dans mon école où il y avait tous mes amis d'enfance. Là, le harcèlement, il s'est calmé parce que j'avais perdu du poids, du coup. Ok. Ouais. Donc, il s'est calmé, mais il y en avait encore sur les réseaux sociaux, énormément. Et tu étais quand même accompagnée par un psy ? Tout ce temps-là, j'étais accompagnée par la psy, et même par un psychiatre et par une psychologue. J'étais vraiment bien encadrée. Et en fait, je continuais à me scarifier un peu dans l'ombre.
Okay. Les gens ne savaient pas trop et j'en parlais pas trop à ma mère. Ma mère, je lui disais pas vraiment. Et puis je me suis refaite hospitaliser du coup en première, quand j'ai refait une tentative de suicide. Où là vraiment ça allait pas du tout. Et en fait là c'est vraiment là où en fait le vrai enfer il a commencé, parce que à partir de ce moment-là, pendant 3 ans, c'était in and out. Je vivais chez moi pendant 1 semaine, puis j'allais à l'hôpital 1 semaine, puis je revenais 2 jours. En hôpital psy, encore une fois. Ouais, hôpital psy. Je retournais à l'école 2 jours, mais j'en étais incapable, je faisais des crises d'angoisse. Et je buvais beaucoup d'alcool toute seule, et je fumais, je me scarifiais énormément, je prenais trop de médicaments, je me shootais en permanence. Enfin, c'était devenu vraiment un mode de vie terrible. Et en fait, je me suis fait hospitaliser jusqu'à mes 17 ans et demi. Et à mes 17 ans et demi, je suis sortie de l'hôpital et j'ai commencé à... Enfin, je suis retombée encore pire dans mes addictions, jusqu'à faire une tentative de suicide où je suis tombée dans le coma, où vraiment là, je suis une miraculée, quoi. Et là, on comprend qu'il y a un problème, on me réhospitalise et là, j'ai 18 ans. Sauf que quand j'ai 18 ans, c'est moi en fait. C'est-à-dire qu'il y a personne qui peut... Si je suis pas un danger pour les autres, il n'y a pas de raison de m'hospitaliser. Donc, il fallait vraiment que ce soit extrême et que j'ai fait une vraie tentative de suicide. Voilà. Donc, je l'avais déjà fait auparavant. Et là, justement, je refais une autre tentative de suicide. En fait, il y en a eu plein de petites qui m'ont conduite à l'hôpital, mais il y en a eu 4 assez conséquentes et qui vraiment auraient pu vraiment me coûter la vie. C'était des loupés, quoi, en vrai, des vrais loupés. Et du coup... J'ai 18 ans, mes parents sont désemparés parce qu'en fait, ils n'ont plus le contrôle de on l'hospitalise, on ne l'hospitalise pas. Ils doivent s'inquiéter, ils doivent avoir peur de te perdre à tout moment. Si je me barre, quoi. J'ai 18 ans, je fais ce que je veux. Donc oui, c'était ça. Et puis même un jour, une tentative qui réussit, et puis de te perdre, ça doit être horrible pour eux. Non, bien sûr, c'était très dur pour eux. Et c'est bizarre parce qu'en fait, cette fois où j'étais à l'hôpital, qui a vraiment été la fois où c'était la pire de toutes. C'est-à-dire que c'était les pompiers et réanimation, et tout, etc. Vraiment... coma, enfin vraiment assez grave. Mais en fait, j'étais à l'hôpital seule, quoi. Comme j'avais 18 ans, ma mère pouvait pas rester avec moi. Donc je me suis réveillée sans savoir où j'étais, parce que je faisais dans une chambre, vraiment il n'y avait pas de fenêtre, entre 4 murs. Et je me souviens, la première chose que je me suis dit quand je me suis réveillée, c'est « Merde, je suis encore en vie ». Et c'est fou quand même, c'est triste à 18 ans de dire ça. Oui, ta première réaction, c'est « Merde, je me suis loupée ». Merde, je suis encore en vie, en ayant oublié que j'ai essayé de me suicider. Donc c'était très fou, c'était une période de ma vie où j'ai très peu de souvenirs, mais il y a des choses quand même qui m'ont marquée. Donc ma mère vient me récupérer le lendemain matin. L'hôpital ne voulait pas me laisser sortir sans que j'ai une hospitalisation prévue ailleurs, parce que c'était pas un hôpital psy là où j'étais hospitalisée, c'était un hôpital public classique. Et en fait, t'avais besoin quand même d'un suivi psy. J'avais un suivi psy tout ce temps-là, mais en fait, moi, le problème que j'ai eu pendant que j'étais hospitalisée, c'est que j'ai toujours menti aux médecins. J'ai jamais vraiment dit la vérité. Quand je disais que j'allais bien, en fait, j'allais pas vraiment bien, donc j'ai jamais été honnête 100% avec eux ni avec moi-même. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi après ma tentative de suicide, il fallait en fait que ma mère elle prouve comme quoi il y avait une inscription prévue dans un hôpital psy, et au final en fait c'est moi qui ai été voir ma mère en lui disant écoute là tous mes copains passaient le bac à l'époque, ils pouvaient pas sortir, ils pouvaient très peu venir me voir parce que justement ils passaient le bac, et c'est là où j'ai eu un vrai déclic en fait. Et du coup j'ai été voir ma mère en lui disant je vais me faire hospitaliser, et c'est à partir du moment où j'ai dit à ma mère que je voulais me faire hospitaliser que ma vie elle a changé. Donc c'est ça, en fait, c'est quand toi, tu as eu le déclic, c'est ce qui t'a aidé à t'en sortir finalement. C'est ça. En fait, j'ai vu les gens autour de moi qui réussissaient, qui commençaient mes copines qui me disaient, alors moi, je vais être avocate et tout, mais moi, j'ai toujours eu une passion pour la musique et je savais que je voulais travailler dans la musique. Mais pour moi, j'étais tellement une personne malheureuse, ça allait jamais arriver. Ça qui est dur, en fait. Et du coup, j'ai fait 3 mois d'hospitalisation avec un suivi après, un suivi encore aujourd'hui. Et depuis, ça va. Il y a des épreuves de la vie qui me sont tombées dessus, auxquelles j'aurais pas pu résister il y a quelques années. Notamment une relation très toxique pendant 3 ans avec un mec que j'ai rencontré en hôpital psy, justement. Je pense que si j'avais eu ça quand j'avais 16 ans, je ne m'en serais jamais sortie. Là, j'ai eu la force de m'en sortir. Donc, je sais que je suis une personne complètement différente. L'hôpital psy, justement, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment c'est. On a des images peut-être dans les séries, les films, mais on ne sait pas trop. Comment ça se passe, justement, l'hôpital psy? Alors, moi, j'ai fait plusieurs hôpitaux. Donc, j'ai pas été dans un seul. C'est très différent en fonction des hôpitaux. Moi, la plupart de mes hospitalisations, c'était fait dans un hôpital où c'était très restreint. Pas de téléphone, pas de visite
visite 2 fois par semaine, appel 2 fois par semaine, mais via le téléphone de la chambre de l'hôpital. Il y avait qu'une télé dans la chambre, on n'avait pas le droit à tout ce qui est lacet, tout ce qui est fil, tout ce qui est câble, etc. Et en fait, le but, c'était vraiment de se couper du monde pour se concentrer sur soi-même. Et moi, ça m'a aidé. Moi, c'est comme ça que je m'en suis sortie. Et je suis persuadée que si j'avais été en hôpital où on a son téléphone, on a accès aux visites un peu comme on veut, je pense que je m'en serais pas sortie. Parce que j'avais besoin aussi d'avoir cette remise en question et le fait de se retrouver avec soi-même. En fait, c'est vraiment pour se retrouver avec soi-même et apprendre des choses sur soi. Et en fait, par exemple, on a des rendez-vous tous les jours chez la psy, on a des activités, on a de l'art-thérapie, on a du théâtre, des choses pour s'exprimer, en fait, pour extérioriser les émotions qu'on a à l'intérieur. Moi, je sais que j'adorais aller en art-thérapie alors que je suis nulle à dessiner, mais ça me faisait du bien, en fait. J'allais mal, je dessinais du noir, enfin... ça me faisait du bien. Le théâtre aussi, c'était super. Il y avait du sport. Franchement, il y avait plein d'activités que j'ai trouvé cool, franchement, que j'ai bien aimé. Et il y avait aussi donc, un suivi avec une psychomotricienne, un suivi avec une psychologue. Pour les gens qui souffraient de troubles du comportement alimentaire, il y avait une diététicienne. Moi, à l'époque, ça allait plutôt bien, donc j'ai pas été hospitalisée pour troubles du comportement alimentaire. Addictologue, enfin vraiment il y avait toute une panoplie de personnes qui te suivaient et moi j'ai surtout créé des liens incroyables surtout à ma dernière hospitalisation avec des gens que je fréquente encore aujourd'hui et qui vont très bien, qui sont très heureux, qui se portent très bien. Tu gardes des amis de cette période-là? Ouais, complètement. Et en fait, les gens, c'est vrai que le cliché qu'ils ont des hôpitaux psy, c'est que c'est un endroit où il y a que des gens qui crient, qui tapent au mur et tout, mais c'est pas ça en fait. C'est vrai qu'à part l'image qu'on peut voir dans les séries ou des choses comme ça, on ne sait pas aujourd'hui comment ça se passe, comment c'est. C'est un peu comme le psy où on va dire mais non mais je vais pas aller voir un psy, ça veut dire que je suis fou, alors que pas du tout. En fait c'est ça et surtout en fait il y a beaucoup de pathologies différentes et c'est très bien géré. On est entouré de personnes qui sont formées pour ça, qui savent comment gérer. Un corps médical hyper dévoué, vraiment. Je le dis et je le redis parce que je trouve qu'on les met pas assez en lumière, mais moi les médecins ils ont eu un rôle incroyable sur moi, mais le corps médical, tout ce qui est les infirmiers, les aides-soignants, ils m'ont aidé vraiment à m'en sortir. Et en fait, ce qui est fou, c'est que moi je vois tellement de choses négatives sur les hôpitaux psychiatriques. Alors je pense qu'on a des mauvaises expériences partout. Mais moi, j'ai déjà été hospitalisée j'ai déjà eu un problème de santé et au rein, j'ai été en hôpital public, ça s'est hyper mal passé. Ma copine, elle a été 2 mois plus tard, ça s'est hyper bien passé. Malheureusement, on peut pas tous avoir la même expérience et ça n'existe pas. Mais moi, de mon côté, j'ai eu des très bonnes expériences. Il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué, mais globalement, franchement, c'était une bonne expérience. Et le plus important, c'est de jouer le jeu, quoi, de tout dire aux gens qui t'accompagnent. Et aujourd'hui, comment tu te sens vis-à-vis de tout ce que tu as vécu et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ça m'a apporté une maturité énorme, je pense, une force, une résilience. Je sais que parfois, je vais pas un peu me rabattre sur mon sort en me disant je vais jamais m'en sortir, ça va pas aller, je vais pas bien, etc. Mais je sais qu'au final, je m'en sors et je pense que ça m'a un peu aussi apporté une sagesse. En fait, moi, je suis quelqu'un déjà de très sensible aux beaux paysages, à la belle musique, aux événements cool et tout. Et moi, je suis très euphorique dans le bon terme. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais avoir un truc cool qui m'arrive, je vais pas juste être contente, je vais être super heureuse. Je m'émerveille énormément. Mais j'ai aussi cette envie de vivre et de tout faire, quoi, à la fois. Et j'arrive pas à tenir en place parce que j'ai l'impression d'avoir perdu tellement d'années de ma vie quand j'étais plus jeune que tu rattrapes le temps je n'arrive pas à rester une journée entière chez moi, rien faire. Ça n'existe pas. J'ai besoin de tout vivre, tout faire, tout essayer, quoi. Et donc aujourd'hui, tu t'exposes beaucoup sur les réseaux sociaux, donc tu as créé une grosse communauté, mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, tu as quand même vécu le harcèlement sur les réseaux sociaux. Tu reçois beaucoup de commentaires positifs, mais j'imagine que, comme partout, des fois, il y a des commentaires un peu négatifs. Comment tu arrives à les gérer face au harcèlement que tu as pu vivre auparavant ? Alors moi, j'arrive très bien à gérer les commentaires négatifs parce qu'en fait, j'arrive à me dire que les personnes qui commentent et qui critiquent les autres sont malheureux eux-mêmes. Donc limite, j'ai de la peine pour eux et souvent, en fait, moi, je réponds avec beaucoup de sagesse. Après, c'est vrai que parfois, je vais avoir du mal avec les commentaires qui me disent qu'il faut que je perde du poids quand je sais tout le chemin que j'ai parcouru. Ça me touche, ça me saoule, en fait. Je suis plus saoulée qu'autre chose. Mais franchement, il y a très peu de choses qui me font de la peine parce que j'ai atteint une certaine confiance en moi qui fait que je sais ce que je vaux et je sais que les gens qui vont mal parler de moi, c'est des gens qui ont du mal avec eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, Kim, toi, tu dis ouvertement sur les réseaux que tu continues de consulter une psy
assez souvent. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? En fait, j'ai toujours parlé du fait que je voyais une psy. Enfin, un psy, puisque moi de base c'était mon psychiatre. Et puis il y a 2 ans, je me suis rendu compte que je suis un peu allée au bout de mon travail avec lui parce que j'étais plus sous antidépresseurs, que même si j'avais beaucoup souffert auparavant, je suis plus la même personne qu'avant. J'ai grandi, je suis plus la petite Kim qui souffrait énormément. Donc j'ai espacé les rendez-vous en le voyant une fois tous les 3-4 mois, mais j'ai commencé une vraie thérapie avec une psychologue, chose que j'avais jamais vraiment fait avant. Pour faire la différence pour ceux qui sont pas au courant, un psychiatre c'est vraiment un médecin, il va y avoir un côté médicamenteux que n'aura pas un psychologue. Et diagnostic, c'est ça, diagnostic, c'est lui qui va prendre la décision de t'hospitaliser. Voilà, il va vraiment jouer un rôle sur tout ce qui est, c'est plus le syndrome dépressif ou alors tout ce qui est troubles psychiques, troubles mentaux. Donc voilà. Et moi, sauf que j'allais beaucoup mieux. Mais par contre, je sentais quand même que parfois certaines actions de mes proches pouvaient me heurter, que j'avais encore des comportements un petit peu toxiques envers mes proches, envers moi-même, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais jamais vraiment fait de thérapie posément. Après avoir un peu, je dirais pas tourner la page parce qu'on tourne, enfin c'est mon histoire quoi. Mais j'avais jamais vraiment fait de thérapie en allant bien. Et du coup, j'ai commencé il y a moins d'un an, une thérapie. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien. Et je continue et j'en parle tous les jours. Et j'y vais une fois par semaine. Et je suis hyper heureuse d'y aller parce que ça m'éclaire sur beaucoup de choses. Même des choses que j'avais oubliées, des choses qui datent d'il y a des années. Et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien de faire une thérapie. Et j'en parle très, très naturellement, tellement que j'ai commencé à faire une petite rubrique sur mon compte, Get Ready With Me pour aller chez le psy. Parce que je trouve ça pas normal qu'on fasse des Get Ready With Me pour aller au resto, pour aller en date, pour faire ci, pour faire ça. Je sais pas, pour aller chez le psy, si t'as envie de te faire belle pour aller chez le psy, tu peux te faire belle pour aller chez le psy, tu vois. Et moi, ça me fait du bien, donc c'est cool. Et puis, je sais que j'ai eu beaucoup de mon retour, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que je les ai aidées à passer le cap. Et ça, je vous jure, ça a pas de prix, quoi. C'est incroyable de se dire que grâce à moi, une personne va prendre soin de sa santé mentale. Et du coup, toi d'ailleurs, comment t'as fait pour la trouver C'est une psy ou un psy ? C'est une psy. Alors en fait, j'avais une pote à moi qui venait très souvent, une pote que j'ai rencontrée du coup à l'hôpital. D'accord. Qui est restée qui est une de mes meilleures amies aujourd'hui. Et en fait, ma pote, elle m'appelait souvent me disant ouais, je suis à 2 minutes de chez toi, je monte, je viens te voir et tout. Et à chaque fois, genre, je lui posais pas trop la question comment ça se fait. On n'habite pas à côté, on habite genre à 25 minutes. C'est vrai qu'à chaque fois, elle était à 2 minutes. Je lui demandais pas trop pourquoi elle était à côté. Et un jour, je lui dis mais pourquoi t'es à chaque fois à côté ? Elle me dit j'ai ma psy juste en bas. Et du coup, quand elle m'a dit ça, je me suis dit attends, tu vois une psy et tout. Et elle m'a expliqué. Elle m'a dit qu'en fait, elle a commencé à faire une thérapie bien après, que ça l'a aidé, ça lui a éclairé sur beaucoup de choses. Et je lui ai dit est-ce que tu peux lui demander si ça la dérangerait de me voir ? Parce que déjà, elle est à 1 minute de chez moi. Pratique. Tu vois. Et en plus de ça, elle suit quelqu'un qui va plutôt bien. Et parce que moi, je me suis dit, pourquoi aller voir quelqu'un ? Je sais pas. Et elle m'a dit, franchement, ça pourrait te faire du bien. Et du coup, elle lui a posé la question. Elle lui a dit que, avec plaisir, elle peut me recevoir, etc. Vu qu'on est juste amis, ça pose pas de problème. Et du coup, j'ai commencé à la voir. Et en fait, ça a été genre le coup de foudre. Genre, ma psy, vraiment, je l'aime trop, quoi. Et ma psy, je l'aime trop. Et c'est drôle parce que, du coup, pour pas que ça pose problème dans l'avancée de nos consultations, dans ma thérapie, et même elle, pour pas que ça biaise un peu tout l'avancée du truc, elle peut pas aller voir mes réseaux. Elle se l'interdit parce que ça pourrait un peu mettre en péril le processus. C'est pas bon quoi qu'elle ait un peu trop d'infos sur moi. Mais elle le sait que t'es en fait, elle est tombée du coup sur une vidéo de moi il y a pas longtemps. Oui, elle sait. Forcément, c'est ma psy, donc je raconte tout et tout. Oui, bien sûr qu'elle sait. Mais du coup, des fois, elle tombe sur moi et elle est là en mode non, je veux pas voir. Donc c'est assez drôle. Mais du coup, non, franchement, ça m'aide beaucoup au quotidien et je l'ai eu sous recommandation et c'est ce que je précommande. Et c'est important aussi de rappeler qu'il faut pas hésiter à changer de psy. Tu le dis justement que toi, t'as eu un coup de cœur pour ta psy, ça se passe super bien. Ça, je précise, parce que c'est important, c'est très bien que tu fasses Moi, ça m'est arrivé d'avoir une psy avec qui ça se passe très très mal. Ouais, il faut pas hésiter à changer. J'en ai eu 2-3 comme ça. Et en fait, moi, je me disais que c'était moi le problème. Mais en fait, non, c'est pas ça. À partir du moment où tu vois quelqu'un, il faut que ce soit fluide et il faut que tu te sentes à l'aise. Il faut que tu te dises que, en fait, c'est que pour ton bien-être mental. Et si jamais tu te sens oppressé, pas bien, tu sens que la personne, elle est pas assez à ton écoute ou alors qu'elle est dans le jugement, il faut que tu changes. C'est pas grave de changer, hein. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, une séance, mais sans rentrer forcément trop dans les détails, mais... Alors, au début, comment ça se passe ? Tu fais un petit peu un résumé sur Après, encore une fois, chaque thérapie est différente. Oui, je précise. Bien sûr. Il y a vraiment
beaucoup d'approches différentes. Et d'un psy à l'autre, c'est pas la même approche, c'est pas le même processus. Mais moi, de mon côté, comment ça s'est passé ? Déjà, on apprend à faire connaissance. Moi, ma psy me demande si je veux qu'elle me pose des questions, si je veux moi-même parler. Moi, j'aime bien qu'on me pose des questions. Oui, ça parce va que m'aider. des fois, on a un peu le stress de dire mais je vais arriver et qu'est-ce que je vais lui raconter ? Et s'il y a un blanc, ça va être gênant. En fait, totalement. Moi, je sais que de mon côté, ça me convient pas. Un psy qui ne parle pas et un psy qui un peu te laisse t'analyser toi-même. Alors parfois, en fait, ça va être super parce qu'il va te poser une question et du coup, tu vas t'analyser toi-même et au final, tu vas te dire ah ouais, en fait. J'avais pas pensé avant. Moi, ça me convient pas. Moi, j'ai besoin d'un vrai échange. J'ai besoin d'échanger avec ma psy. Donc, les premières consultations, elle me posait des questions un peu sur moi, sur ma famille, sur mon entourage. Elle essayait de faire les liens, de recoller les morceaux, de savoir tout, etc. Elle notait. Puis après, on a commencé à travailler sur mon enfance, sur chaque petite période, etc. Et petit à petit, en fait, on recolle les morceaux. Par exemple, on va parler de mon rapport à la nourriture et on va faire un lien avec ce qui s'est passé dans mon enfance. Et là, par exemple, typiquement en ce moment, les consultations avec elle, c'est elle me demande un peu de comment ça va. Moi, j'aime bien lui raconter ma semaine et tout, ce qui s'est passé de positif. Et après, elle va me dire est-ce qu'il y a quelque chose dont vous voulez parler en particulier ou je me lance. Et du coup, parfois, c'est moi qui ai envie de parler d'un sujet parce que, par exemple, je me suis engueulée avec mon père, donc ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Donc, on va en parler. Ou alors, parfois, juste, je lui dis non, lancez-vous. Et elle va me parler d'un truc qui m'est arrivé il y a longtemps parce qu'elle a un peu le topo de ma vie, même si elle n'a pas les détails. Et ça va me faire du bien parce que on va échanger sur un sujet, voilà. J'ai la chance d'avoir une psy exceptionnelle qui est vraiment hyper à l'écoute. Et je sais qu'il y en a plein d'autres qui existent, donc il ne faut pas décourager quand on a le premier rendez-vous en se disant que c'est pas la bonne personne. C'est vraiment une question de feeling. Et si jamais vous vous sentez pas à l'aise de tout dire et de dire des choses, c'est qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, on sait que la consultation psy, c'est encore un sujet hyper tabou pour beaucoup de monde. T'aimerais dire quoi aux personnes qui n'arrivent pas encore à passer le cap ou qui se disent non, mais ça va aller, ça va passer, j'ose pas trop, oh, mais je vais pas super mal non plus, est-ce que ça nécessite d'aller voir un psy ? T'aimerais leur dire quoi ? Moi, j'ai une comparaison que j'aime bien faire, c'est qu'en fait, quand tu as le bras cassé, ou le pied cassé plutôt, le pied cassé, c'est un meilleur exemple. Quand tu as le pied cassé, tu vas pas dire, ça va se résorber tout seul, tu laisses pas juste traîner ton pied, quoi. C'est pas possible. C'est pareil pour le psy, en fait. Tu vas pas laisser traîner ça longtemps. Il faut que tu vois le psy comme une béquille. Ça va te permettre d'avancer à une vitesse un peu plus doucement, c'est certes, mais à terme, tu arriveras à marcher tout seul et ton pied, il ira mieux, quoi. Et je trouve vraiment que c'est dommage qu'il y ait une connotation aussi négative et que les gens pensent que les psys, c'est juste parce qu'on est fou, etc. Si tout le monde voyait un psy, le monde serait tellement plus tranquille, en fait. Pour les personnes qui nous écoutent et qui accompagnent un proche qui souffre, on sait que parfois on peut se retrouver un peu démuni, on ne sait pas trop comment l'accompagner. Quels conseils tu aimerais donner à ces personnes qui accompagnent un proche ? La patience, c'est la clé. C'est pas facile, mais la patience, c'est la clé. Il faut faire preuve de beaucoup de patience. Et je sais que j'ai perdu des gens dans mon entourage parce que ils n'étaient pas assez patients. Mais la patience, c'est vraiment la clé. Et ne pas être dans le jugement, écouter sans juger. Ne pas se dire, par exemple, si la personne qui souffre parle de quelque chose qu'elle a dit, qu'elle a fait ou qu'elle a envie de faire, ne soyez pas choqués ou dans le jugement, essayez de la comprendre. Même si vous ne comprenez pas tout, essayez de faire semblant au moins de comprendre pour qu'elle se sente un peu moins seule. Et il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui va mal de ne pas se sentir comprise. Déjà qu'on ne se sent pas compris quand on va mal, alors au moins si on peut faire comme si on les comprenait. Mais je pense que le numéro 1, c'est quand même la patience. Et quels conseils tu aimerais donner aux personnes qui nous écoutent et qui vont pas très bien en ce moment ? Qu'il y a des jours meilleurs, qu'après la pluie vient le beau temps. Je sais que c'est un peu bateau dit comme ça, mais il n'y a pas que des jours noirs. Et en fait, les jours où vous allez mal, ça va vous permettre de vivre à fond les jours où vous allez bien. Et je pense que sans les jours où on va mal, on n'arrive pas à apprécier vraiment à sa juste valeur les jours où ça va bien, quoi. Donc, il faut un peu voir ça positivement. Et en fait, le fait que vous allez mal parfois, ça vous rend aussi humain. Et aujourd'hui, toi, comment tu te sens ? Et est-ce que tu peux dire que tu es sortie un peu de toute cette période, de tous ces moments hyper difficiles. Voilà, comment tu te sens toi aujourd'hui ? Moi, je me sens bien, je me sens forte, je me sens femme, j'ai l'impression d'avoir du pouvoir. Et vraiment, je me suis jamais sentie comme ça. Après, j'ai des moments compliqués, comme tout le monde, et heureusement. Mais je me sens quand même très forte et je sais quand même que je pourrais jamais souffrir comme j'ai souffert avant. C'est impossible. Et est-ce que tu gardes un peu, entre guillemets, des séquelles de cette période-là ? Tu disais peut-être que les commentaires, par exemple, sur le fait
qu'on allait te dire il faudrait perdre un peu plus de poids, ça te touche encore? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont te toucher? J'ai des séquelles qui sont encore là, j'ai encore beaucoup de traumatismes. Moi, j'ai subi aussi de la violence. Si j'étais jeune, conjugale, entre guillemets, j'ai vécu des choses assez compliquées. Donc, c'est vrai que parfois, je vais avoir peur. Je suis je suis un peu méfiante. Et aussi, même au niveau de mon prénom, typiquement, mon prénom, c'est un très bon exemple. Moi, mon prénom sur mes papiers, c'est Kimberley. Je suis en train de faire les démarches pour le changer en Kim, parce que moi, quand j'étais petite, on m'appelait Kim Bourlet, Kim Burger. C'était vraiment Aujourd'hui, comme ça me fait mourir de rire quand j'y pense, que c'est vraiment très bien inventé. Mais vraiment, ça me dérange quand on m'appelle Kimberley. Je me souviens, encore il y a 3 jours, je me suis pas embrouillée, mais je me suis limite énervée contre quelqu'un qui par mail m'appelle Kimberley, parce que personne ne le sait vraiment que je m'appelle Kimberley. Et du coup, ça me rend mal. J'aime pas ce prénom. Ce prénom, il me rappelle trop de souvenirs douloureux. Donc, tant qu'à faire, je passe pas de Kimberley à Priscilla, je passe juste de Kimberley à Kim, donc ça va le faire. Et puis, on m'a jamais appelé vraiment Kimberley, mis à part en classe quand t'es jeune et qu'on t'appelle Kimberley quand on fait l'appel. Et puis, très vite, j'ai fait comprendre à mes profs que moi, je voulais pas qu'on m'appelle Kimberley. Mais parmi les profs, t'as toujours un relou qui veut être dans les règles, dans les cadres, que c'est écrit comme ça, qui m'appelle comme ça, quoi. Donc, on se foutait beaucoup de ma gueule, et du coup, ce prénom, il est un peu... T'aimerais le laisser au passé? Pour moi, Kimberley, c'est pas moi, en fait. Donc, voilà. Oui, il y avait Kimberley et aujourd'hui c'est Kim. Exactement. Et quelle relation t'as avec ton corps aujourd'hui? Alors j'ai une relation où je me sens bien. J'ai pas envie de perdre de poids, je suis plutôt bien. Mais j'ai une relation quand même assez conflictuelle avec tout ce qui est bien pour moi, dans le sens où j'ai encore un peu de mal à me motiver pour faire du sport, même si je sais que ça m'aide énormément dans mon anxiété, etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Après, évidemment que j'ai des jours où je vais me réveiller, je vais me sentir trop moche ou trop grosse. Ça arrive à tout le monde. Donc c'est pas grave. Mais non, franchement, globalement, je suis bien dans mon corps. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à regarder en arrière et te dire « Waouh, Kim, je suis fière de toi, regarde le chemin que tu as parcouru, regarde où tu en es aujourd'hui ». Est-ce que tu arrives ou pas trop? J'y arrive, mais parfois c'est très dur parce qu'en fait, je me rends compte que encore il y a quelques jours, j'étais chez ma psy, elle me dit vous n'êtes plus la Kim d'avant, il faut que vous mettiez en tête qu'aujourd'hui vous êtes quelqu'un, il faut arrêter à chaque fois de vous remettre dans la peau de la Kim d'avant. Et c'est vrai que parfois j'ai encore ce petit syndrome où je retourne dans ma Kim d'avant, mais sinon franchement où je suis assez fière, je me dis quand même que je m'en suis sortie, et c'est une fierté pour moi personnelle de me dire que j'ai réussi à aller mieux, et pour moi c'est encourageant au quotidien, quoi. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a un petit événement, je me dis j'ai réussi à vivre ça, alors je vais pouvoir survivre à ça, tu vois. Comme à chaque fois, j'ai terminé avec des petites questions. Ça s'appelle le blind test feeling. Allez. Et du coup, première question, une chanson que tu nous conseilles d'écouter quand on se sent pas très bien. Alors moi, c'est une chanson qui m'a bercée pendant tout mon mal-être. C'est une chanson de Justin Bieber. Elle s'appelle Life is Worth Living, donc la vie vaut d'être vécue. C'est une chanson qui est sortie, qui pour moi m'a fait beaucoup de bien parce qu'elle est sortie quand je me suis fait hospitaliser pour la 2e fois. Et c'est une chanson hyper triste quand tu l'écoutes, mais les paroles sont hyper belles en mode c'est la vie vaut d'être vécue, t'as plein de choses à vivre et tout. Et j'adore cette chanson, je trouve qu'elle est hyper voilà quoi. Après, il y a la team des gens qui écoutent les chansons tristes, les chansons avec un air triste, et la team des gens qui écoutent les chansons hyper heureuses quand on va pas bien. Moi, je sais que quand je vais pas bien, mais en fait, moi, je suis hyper fan de Justin Bieber, donc je vais pas du tout être objective. Donc, toutes les chansons de Justin Bieber, je trouve qu'elles donnent grave le peps, quoi. Ok. Et quelque chose, justement, qui te rend heureuse et qui te fait du bien? Manger, vraiment. Non, mais c'est vrai. Genre, manger, ça me fait trop du bien. Écouter de la musique, ça me fait du bien. Et aller à des concerts. Mais aller à des concerts, comme c'est pas un truc que je peux faire quand je veux, parce qu'il y a pas tout le temps des concerts, ça, voilà. Mais ouais, mais franchement, manger, mis à part le fait que j'ai réglé mes troubles alimentaires, je sais que ça me fait kiffer. Vraiment, que des fois, je suis pas bien, je mange, je kiffe, je suis contente, quoi. Mais c'est bien, du coup, ça veut dire que t'as un rapport à l'alimentation et à la nourriture qui est totalement sain. Il a complètement changé. C'est impressionnant à quel point il a changé. Alors, ça m'arrivait un peu de faire des crises d'hyperphagie de temps en temps, parce que je pense que c'est un peu enfoui en moi et tu guéris jamais vraiment. Mais ça n'a rien à voir par rapport à avant, et je suis consciente, quoi. Il n'y a pas de vraie perte de contrôle. Et la dernière fois que tu as pleuré? Ce matin. C'est vrai? Ouais, je me suis un peu embrouillée avec ma mère, mais ça va, c'était rien de ouf, c'était juste un petit truc. Mais comme moi, je suis très sensible, c'est-à-dire que vraiment, j'ai la larme facile, je pleure presque
une fois tous les 2 jours. Mais pour rien. J'écoute, je vais regarder un film triste, je vais pleurer. Je vais regarder une télénova sur TF1. Enfin, une télénova que les gens, ils zappent. Je vais pleurer. Et en fait, ouais, je pleure assez facilement. Donc, je pense que cette question, elle n'est pas objective pour moi parce que j'ai la larme facile. Et ben donc, la dernière fois que tu as été très heureuse et que tu as peut-être pleuré de joie? Il y a 2 jours. Parce que c'est la semaine de mon anniversaire et je suis tellement heureuse que ça. Non, mais vraiment, pour vous dire à quel point je suis heureuse très facilement et très triste très facilement. C'est un peu un roller coaster. Mais ouais, je crois que j'étais. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. J'étais trop heureuse, j'étais trop contente, j'étais trop heureuse, ouais. De savoir que c'est la semaine de son anniversaire. Ouais, que samedi soir, je suis avec mes potes, que j'ai des trucs cool prévus cette semaine, tu vois, genre, je savais qu'on avait ça, je sais que demain, j'ai des trucs cool. Ouais, franchement, je suis contente. Bon. La semaine prochaine, je pars un petit peu dans le sud. Ouais, des trucs cool qui m'arrivent, et quand il y a des trucs cool, des fois, je suis trop heureuse, quoi. J'ai besoin de chialer un petit peu. Mais on revient à ce que tu disais tout à l'heure, où la moindre chose, au final, va t'émerveiller, tu prends plaisir des moindres petites choses qui peuvent paraître... Mais je veux aussi un peu dramatiser tout, tu vois. Genre, enfin, je veux dire que vraiment, je peux me disputer avec ma mère parce que j'ai pas remis le sel à la place, je peux pleurer parce qu'elle m'a juste dit de remettre le sel à la place, mais parce que je suis très émotive. Ouais. Et pour terminer, un souvenir qui te donne toujours le sourire. Cet été, je suis partie au Sri Lanka et en fait, c'est le voyage dans sa globalité qui est pour moi mon meilleur souvenir parce que tu sentais le bonheur des gens sur leurs yeux en fait, ils étaient tellement heureux et leur bonheur était tellement communicatif que j'ai pas été triste une seule fois, j'ai pas pleuré une seule fois pendant ces jours. Non, franchement, de joie, j'ai été émerveillée partout et moi dès que je voyage, ça me fait tellement de bien. D'ailleurs, je pourrais répondre ça quand je vais pas bien, je voyage, ça me fait du bien, même partir un week-end sur un coup de tête. Et en fait, c'est un souvenir où en fait, j'étais il y avait personne, la plage était complètement déserte parce qu'il y avait pas beaucoup de touristes, j'étais seule. Et là, je voyais un coucher de soleil magnifique. Enfin, c'était incroyable, vraiment. Ce voyage, dans toute sa globalité, c'est un souvenir magnifique que j'ai en tête et qui restera à vie parce que c'était que de la gentillesse, que de la bienveillance. Et vraiment, je suis complètement sortie de ma zone de confort et ça m'a fait du bien, quoi. Génial. Et bien du coup, on va terminer sur cette belle image. Et puis, je te remercie encore, Kim. C'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup, vraiment, de m'avoir reçu. Ça m'a fait trop plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et on revient très vite avec de nouveaux invités pour parler toujours sans filtre de santé mentale. En attendant, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager à tes proches, à nous envoyer tes commentaires et à nous mettre des étoiles sur tes plateformes d'écoute préférées. Ce podcast est une création Synthépsie étudiant, produit par l'Acme Productions, écrit et animé par Vicky H, enregistré au studio Capitaine Plouf, avec une composition de Léo Westphal et une post-production de Simon Zrak.